à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai donc, le plaisir de vous accueillir, tous les 5. Vous m'entendez bien? Oui, Parfaitement. très bien. Très Parfait, bien. parfait. Parfait, très bien. Eh bien écoutez, je vais vous présenter chacun ou je vais vous laisser faire. Allez, je vous en prie, n'hésitez pas. Je vais commencer donc, par, la société Pierre Guérin. Bonjour Anne, bonjour à tous. Donc je suis Olivier Kerr, chargé de ressources humaines pour l'entreprise Pierre Guérin. Et donc pour vous dire deux mots sur Pierre Guérin, nous avons, j'allais dire, un double regard sur les transformations de l'industrie. Un regard en tant qu'industriel pour notre propre entreprise, mais un regard aussi en tant que fabricant, concepteur de solutions pour l'industrie. En effet, depuis 70 ans, nous sommes experts dans les industries des procédés, que ce soit dans l'agroalimentaire ou dans les biotechnologies ou biopharmaceutiques. Et à ce titre, sur les biotechnologies, on fait partie du top 5 mondial. On représente 500 salariés, ce qui fait 85 millions d'euros de chiffre d'affaires environ. Et à 70%, nous travaillons à l'export. Donc ça, c'est plus sur notre partie, j'allais dire, entreprise en tant qu'industriel. Et puis, je vais laisser Michel parler de sa fonction et un peu de notre regard par rapport aux clients. Bonjour à tous, Michel Puot, je suis directeur du département électricité et automation. Et donc j'ai une trentaine de personnes qui travaillent avec moi dans des bureaux d'études automatisme, informatique industrielle, électricité et instrumentation. Et nous concevons, fabriquons, installons des systèmes automatisés up-to-date chez nos clients, pour des usines clés en main, chez nos clients, qui sont de grands comptes de l'alimentaire et des industries pharmaceutiques. Très bien, merci. Michaël Rakoto et Xavier Négrier, peut-être? Oui, bonjour à tous. Donc, Michael Rapoto, donc je suis directeur technique au sein d'AgroM. En fait, nous avons deux gros départements qui sont liés, qui sont autour de l'industrie. Donc, on a un département ingénierie qui s'occupe des travaux neufs et moi, je m'occupe de tous les autres éléments de la technique. Donc, dans cette direction technique, je m'occupe de l'automatisme, l'informatique industrielle et tout ce qui est lié à l'électricité. Donc, ça, c'est le premier service. Ensuite, il y a la méthode EGMAO qu'on est en train d'installer au niveau groupe. Donc, j'ai de la maintenance opérationnelle, donc là c'est au niveau des bonnes pratiques au niveau des différentes usines. Et il y a le dernier qu'on vient de créer, donc c'est tout ce qui est lié à la Smart Industry, le 4.0. Voilà, donc dans cette direction, il y a 25 personnes qui s'occupent de ces différents domaines. Et là, aujourd'hui, je suis accompagné de Xavier. Donc Xavier Négrier, moi je suis responsable formation pour Agro Mousquetaire et responsable du campus Agro Mousquetaire, qui est notre école de formation interne, avec une partie apprentissage où on forme 90 apprentis à peu près par an, et une partie université plutôt dédiée à la partie management et également une partie sur les formations techniques, d'où ma présence aussi aujourd'hui. Donc Agro Mousquetaire, rapidement, très rapidement, on est un peu spécifique dans le monde de l'industrie. Donc, nous, on représente l'industrie agroalimentaire. Alors, pourquoi je dis spécifique? Parce que on est rattaché à un groupe de la grande distribution, qui est le groupe Les Mousquetaires, dans lequel on retrouve l'enseigne Intermarché, donc, que vous connaissez tous, parce que vous faites tous vos courses chez Intermarché, je suppose. La spécificité, c'est quoi? C'est qu'on est un fabricant de marques de distributeurs. Donc, pour Intermarché, à 70% à peu près, 70-75% de notre chiffre d'affaires se fait avec les points de vente Intermarché, et le reste se fait avec des acteurs de la grande distribution ou de la restauration hors domicile. Donc, on est en quelque sorte un trait d'union avec d'un côté les producteurs, avec qui on a aussi beaucoup de partenariats, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on travaille avec les producteurs, il faut qu'on les accompagne avec des démarches qui ont donné, nos producteurs nous disent merci, par exemple sur le lait, où on s'engage à rétribuer le producteur avec un tarif minimum et à reverser des marges quand on fait des marges sur ces sujets-là. Et de l'autre côté, avec la grande distribution, parce qu'en en fait, on va de la fourche à la fourchette. Voilà, c'est aussi ça, Agro Mousquetaire. Donc, Agro Mousquetaire, c'est une volonté de mieux produire pour mieux vivre. Donc, ce que je vous disais, avec avec des engagements aujourd'hui sociétaux, à travers nos 59 sites de production. Donc, on a 59 sites de production, ce qui représente à peu près 11 000 collaborateurs en France, parce qu'on est 100% français.
Et je dirais qu'on est à 70% breton, parce que 70% de nos collaborateurs sont en Bretagne. Donc, je vous disais qu'on était un fabricant de marques de distributeurs, et pour Intermarché, donc c'est des marques qu'on appelle Chabrior, Jean Rosé, Ranou, et ainsi de suite, sur lequel vous allez, Paquito aussi, sur lequel on fabrique à peu près 45% de CMDD. Et quand on sait qu'un Intermarché fait pratiquement la moitié de son chiffre d'affaires sur des marques de distributeurs, entre 40 et 50%, ça veut dire qu'on fabrique 20 à 25% de ce qui sort d'un Intermarché. Donc, on est le premier fabricant en France de marques de distributeurs avec un chiffre d'affaires de 4,2 milliards. Voilà. Très bien. Sur les 11 000 collaborateurs, ce qui nous intéresse aujourd'hui aussi, c'est le nombre de collaborateurs qu'on retrouve sur les métiers techniques. Et Michael, c'est à peu près. C'est à peu près 1000 personnes sur le métier technique. Très bien. Voilà. Parfait. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, on voit effectivement à l'écran que vous êtes situé essentiellement en Bretagne, comme vous venez de nous le dire. Je vous invite, Thierry, à nous présenter votre activité. Et puis là, on a fait, on va dire, dans le groupe, puisqu'on est à Siemens-Saguenay. Oui, bonjour. Oui, je m'appelle Thierry Herzog. Je suis le DRH d'un site industriel situé en Alsace, à Haguenau, au nord de Strasbourg. Alors, je suis un peu le régional de l'État, puisque à la fois Siemens, mais aussi très, très, très impliqué dans la digitalisation. À Haguenau, nous fabriquons des instruments de contrôle pour les industries de process, hein. Donc, nos collègues d'Agro-Mousquetaire en utilisent probablement, hein, des appareils qui vont mesurer des pressions, des niveaux, des débits, des températures. En fait, c'est souvent la première étape de la digitalisation. Si on veut traiter un signal, il faut bien l'avoir au début. Donc, nos appareils vont permettre cela. C'est un site relativement important. Il y a à peu près 1000 personnes, avec un service R&D important aussi, 80 personnes en R&D, hein. Voilà, donc pour l'introduction, ça va devoir suffire. Très bien. Merci beaucoup. À tous les 5. Écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, notre table ronde s'intitulait L'industrie se transforme. Quels sont les besoins en compétences et les actions à mettre en œuvre par rapport à tout ça? Donc, peut-être ma première question, c'est finalement cette transformation de l'usine, vous la vivez au quotidien. On parle de digitalisation. Est-ce que les visages de la digitalisation, pardon, sont les mêmes pour chacun d'entre vous, ou est-ce qu'on est sur des visages différents? Alors, ce que je propose de faire, c'est que Thierry prenne la parole. Oui, je veux bien commencer. Bien entendu, la digitalisation, hein, elle est partout, hein, elle est indispensable aujourd'hui. Si je reparle du site de Haguenau, la France est un pays high cost, donc un groupe comme Siemens pourrait tenter de fabriquer ces appareils dans d'autres pays, mais bien sûr, on a très envie de les fabriquer ici. Donc ça nous oblige à améliorer nos lignes de production, et la digitalisation nous aide énormément pour cela. Alors bien sûr, ça permet de fabriquer des produits avec des coûts acceptables par le marché. Ça améliore aussi les conditions de travail. Je sais pas, il ne faut pas le négliger, hein. Dans l'usine, on utilise des technologies telles que la soudure, l'usinage, mais c'est surtout beaucoup de montage. Et le montage, ça peut quand même assez facilement s'automatiser, hein. Donc, alors il y a des bruits parasites, mais on va continuer quand même. Et tout ça, ça nécessite aussi beaucoup d'accompagner le personnel. En fait, la vraie révolution de la digitalisation se passe sur le terrain tous les jours, tous les jours. D'accord. Et donc, comment est-ce qu'elle se traduit dans les ateliers? Bah, dans les ateliers, c'est la mise en place de robots, bien sûr, hein, oui, essentiellement la mise en place de robots et la réorganisation de lignes de production. Et qui vise à quoi finalement? Qui vise à produire des équipements rapidement, alors, et dans des coûts maîtrisés.
Vous m'aviez également parlé de pénibilité, si je me souviens bien, quand on en avait rapidement discuté. Oui, oui. Alors je l'ai un peu évoqué en parlant d'usinage, de soudure, alors quelqu'un, je crois que c'est Gilles tout à l'heure qui parlait de copeaux et de graisse. Alors on s'imagine toujours des usines un petit peu d'hier, mais aujourd'hui les usines sont très propres, très très clean, et la digitalisation permet de faire tout ça. Très bien. Du côté de Pierre Guérin, est-ce que, on arrive au même niveau ou est-ce que c'est différent? Comment ça se passe chez vous? Moi, je vais prendre un peu le côté client Pierre Guérin, hein, et prendre un exemple d'utilisation de la digitalisation. Nous avions un client danois en début d'année qui devait venir réceptionner son installation dans nos ateliers. Ce sont des installations dans la pharmacie, fabriquer divers produits pharmaceutiques, ça peut être des vaccins. Ne pouvant pas se déplacer, nous avons utilisé des lunettes connectées pour pouvoir faire cette réception qui a duré plusieurs jours sur plusieurs semaines. Donc ces lunettes connectées avec la réalité augmentée nous ont permis de réceptionner l'installation de notre client, lui étant bien sûr à distance dans une salle de réunion avec les différents spécialistes. Et ça nous a permis donc de réceptionner cette installation-là. On l'utilise aussi, on utilise ces lunettes connectées dans d'autres domaines aussi, en avant-vente bien sûr, en maintenance et également en formation. OK, très bien. Merci pour ces informations. Du côté d'Agro Mousquetaire, c'est aussi un sujet pour vous? Ah oui, oui, c'est vrai qu'on ne voulait pas louper ce virage numérique. Donc c'est vrai on balaye encore un peu plus large, nous. Donc on a défini 14 grandes briques, hein, au niveau de cette industrie de la numérisation. Donc tout à l'heure, j'ai entendu de jumeaux numériques. Donc c'est un des pavés qu'on développe aussi. On peut parler aussi de l'Internet des objets, de tout ce qui est dématérialisation, de la technologie portable. Donc la partie lunettes embarquées en fait partie. On a aussi la réalité augmentée. Donc on a défini 14 grands pavés qu'on est en train de développer. Et c'est vrai que pour nous, la numérisation, c'est toutes ces briques qui permettent d'évoluer vers le 4.0. Donc c'est pour ça qu'au sein de ma direction, j'ai créé ce service 4.0. Et le responsable qui est aux manettes a tout le loisir d'aller chercher toutes les dernières technologies qui permettent au fond de viser la performance, parce que tout ça nous permet d'avoir à la fois de la performance, de la sécurité au sein de nos usines, de la qualité de vie et puis de l'efficacité de nos opérations. Alors c'est vrai que qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces 14 briques qu'on a créées? Donc elles sont tous basées sur du numérique qui permettent d'exploiter les données qui sont centrées sur l'humain. C'est vrai qu'on attache une grande importance sur l'humain. Hein, c'est parce qu'on met de la robotisation ou avancée dans nos usines que l'humain ne fait pas partie de nos schémas. Bien au contraire, on doit s'appuyer sur ces compétences-là justement qui nous permettent d'évoluer vers de l'efficacité et de la performance. Voilà la définition de l'agro-mousquetaire au niveau de la transformation numérique. Et là, on travaille main dans la main, dans la main, pardon, avec la DSI qui nous accompagne sur des projets encore plus structurants. Et on se doit, nous, au niveau technique, d'apporter des solutions rapides qui permettent d'évoluer déjà aujourd'hui vers ce virage numérique. Très bien, merci pour ces premières informations et cette première définition. Bon, on a entendu beaucoup parler de compétences depuis maintenant quasiment 1 heure que vous nous suivez. Euh, donc, quelles vont être les compétences que vous allez mettre en avant, vous, chacun d'entre vous? Puisqu'on voit que finalement, l'industrie est multiple et puis peut-être les attendus sont aussi multiples. Thierry, peut-être une réponse par rapport à ça? Oui, alors c'est effectivement un point tout à fait important. Il est clair que la transformation des lignes de production, intégrant des robots, de l'automatisme encore plus développé, entraîne une modification importante des compétences nécessaires des salariés. Historiquement, dans une usine comme la nôtre, on employait beaucoup de personnel assez faiblement qualifié, hein, sur les métiers d'avant, j'allais dire, des gens qui apprenaient un petit peu sur le tas, surtout quand il s'agit de maintenance
maintenance, hein, des gens qui n'auraient pas forcément une formation technique. Aujourd'hui alors bien sûr, loin de nous l'idée de vouloir se nous séparer des gens, donc on a bâti des grands programmes de formation, hein, parfois diplômants, avec des organismes extérieurs pour améliorer, pour augmenter, la compétence et la qualification de nos collaborateurs. Il est sûr que, des collaborateurs qui faisaient du montage, qui assemblaient manuellement des pièces, aujourd'hui sont amenés à suivre des lignes automatisées, à faire du réglage et ainsi de suite. Ce ne sont pas les mêmes compétences et nous en avons formé un bon nombre. Alors aujourd'hui, quand on recrute à l'extérieur, et par bonheur, on a la possibilité de recruter assez régulièrement, on va plus s'adresser à des niveaux bac pro, hein. Alors on n'a pas forcément, on va pas mettre des ingénieurs sur les lignes de production, mais il faut quand même déjà des compétences techniques assez solides pour pouvoir analyser des défaillances, les rectifier, faire du réglage et ainsi de suite, hein. Voilà. Très bien. Donc, ouais, oui, alors ce que je voulais rajouter aussi en termes de compétences, hein, c'est que bon, là, on parle de digitalisation, mais c'est pas, on ne parle pas que de ça. Je veux dire, tout ça, ça se fait dans un environnement, ce qu'on appelle Lean, hein. Toutes ces transformations sont réalisées dans cet esprit Lean. Alors, bon, le Lean, c'est quelque chose de bien connu. Alors, quand on a préparé un peu, on m'a dit, faut rappeler, mais à mon avis, tout le monde sait aujourd'hui ce que c'est que le Lean, hein. Ce sont des systèmes d'organisation du travail qui vise essentiellement à supprimer les gaspillages, à être efficace tout du long. Enfin, il y a une littérature énorme sur le lean, et je suis sûr que tout le monde connaît ça. Il y a une autre technique que je voudrais évoquer qui est plus récente et plus récemment utilisée, en tout cas dans l'industrie, parce que c'est des techniques qui ont été développées pour l'informatique, sont les techniques agiles, hein. Ça aussi, c'est des choses qu'on utilise beaucoup et même sur des lignes de production. Euh, les grands concepts, là aussi, vous trouverez les informations partout. Le grand concept, c'est d'aller avec des cycles très rapides, hein. Vous avez une idée, un groupe de projet a une idée, eh ben, on va très rapidement la mettre en œuvre en quelques jours, hein, ce qu'on appelle un scrum, hein. On voit si ça marche. Si ça marche, on continue. Si ça marche pas, on arrête et on fait autre chose, hein. Donc, OK, la digitalisation, mais toutes ces techniques, le lean, les techniques agiles, tout ça, ça forme un tout. Très bien, merci beaucoup. Michael et Xavier, une intervention peut-être sur ce sujet-là? Sur les Alors oui, compétences? oui, pour compléter, alors j'ai entendu des choses qui nous correspondent aussi, hein, notamment la notion d'agilité, la notion aussi de régleur, où on n'a pas besoin, enfin, on a besoin d'ingénieurs, mais pas que d'ingénieurs, on a aussi besoin de premier, deuxième niveau de qualification. Alors, nous, donc Michael a parlé de la transformation qui s'opère sur la partie technique. Et on est aussi rattaché à la grande distribution avec une idée, c'est qu'on innove régulièrement sur les produits, donc avec une nécessité d'adaptation régulière. C'est-à-dire, et quand je dis régulier, c'est des produits qui sortent à 3 à 6 mois. Donc ça va très vite dans la grande distribution, souvent. Et donc, ça nécessite, parmi les qualités, une capacité d'adaptation forte et d'agilité par rapport à ce monde en transformation continue. Donc ça, c'est vraiment des qualités qu'on recherche sur les métiers techniques et sur nos autres métiers, bien entendu. Ensuite, on a besoin de personnes, je dirais, entre guillemets, méthodiques, avec une vraie capacité d'analyse et d'audit. Quand il y a une panne, il faut faire un diagnostic et Michael insiste souvent, il me dit: «Il faut que tu les formes à ce sujet-là», parce qu'aujourd'hui, ils ont plein de compétences, mais ils ne savent pas les organiser toujours correctement. Donc il faut aussi accompagner, les personnes, sur ces sujets-là ou qu'ils aient ces capacités de méthodologie. Et par ailleurs, on a un enjeu fort, chez nous, c'est qu'on a, un taux de départ en retraite sur les prochaines années qui est assez élevé. On est autour de 30 sur ces métiers techniques, de technicien de maintenance, d'agent de maintenance, et donc on ne peut pas, perdre toutes ces compétences techniques. On a besoin d'opérer, tout ce qui est transmission des savoirs et savoir-faire. Et enfin, on a besoin de plus en plus aussi de compétences techniques spécifiques, qui s'opèrent dans le cadre de notre organisation qui est matricielle, parce que, Michael est sur la direction technique qui va accompagner tous nos sites, industriels. Et donc sur ces compétences, techniques, Michael, tu attends quoi aujourd'hui? Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des 14 groupes AV qu'on lançait, mais aujourd'hui, on a quand même fait 4 grandes priorités, hein. Donc,
Le premier pavé, c'est tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle et tout ce qui était data science, donc qui nous permet de mettre en place la maintenance prédictive, la maîtrise de procédés industriels complexes, donc de contrôle de vision, d'optimisation de la matière, donc tout ce qui est rendement. Donc ça, c'est le premier gros pavé sur lequel on attend des compétences. Deuxième point, c'est la robotique avancée. Donc c'est pas de la robotique qu'on trouve sur étagère, mais c'est plutôt de transformation de gestes manuels en robotique avancée, donc qui permet de permettre de l'assistance aux opérateurs et puis d'automatiser des tâches qui sont complexes. Le troisième pavé, c'est tout ce qui est lié autour de l'opérateur augmenté. Donc, on a un peu parlé tout à l'heure. Donc, ça permet quoi? Ça permet de fiabiliser les opérations de maintenance, de développer l'acquisition de compétences et puis d'améliorer les conditions de travail. Et le dernier pavé de compétences que l'on développe et qu'on met en avant, c'est toute la partie digitalisation des opérations de terrain. Donc là, c'est tout ce qui est management visuel de la performance, le travail collaboratif et le pilotage de la performance. Voilà, donc vous aviez parlé de soft skills, c'est ça, Xavier? Moi, je parle plutôt de hard skills, donc voilà ce que j'attends au niveau technique. Et les deux se complètent et nous permettent d'aller de l'avant et de gagner la performance avec une qualité de vie au travail. Très bien. Alors, on a entendu parler de capitalisation de savoir-faire, finalement, être en mesure de transmettre ce savoir-faire, d'avoir des départs en retraite. Je pense que en préparant un peu cette interview, Olivier et Michel, vous aviez beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. En effet, si on est raccord avec tout ce qui a été dit précédemment, peut-être une différence qu'il faut qu'on explique, c'est que dans nos processus de fabrication, nous fabriquons des usines clés en main qui ne sont que du sur-mesure. Donc il y a des activités qu'aujourd'hui nous ne savons pas automatiser dans nos activités de production, dans la chaudronnerie par exemple, et donc nous avons encore besoin de gens qui ont un savoir-faire technique et j'allais dire manuel, et aujourd'hui c'est un vrai enjeu en termes de recrutement. Au-delà de ça, ce savoir-faire technique doit être complété par tous les outils digitaux. Alors évidemment, l'objectif c'est de passer de la conception à la production très vite. Ils doivent appréhender les outils digitaux, mais on doit être garant, et Thierry parlait de départ en retraite, c'est un enjeu chez nous, on existe depuis 70 ans, on a des gens qui ont un savoir-faire technique, manuel, je dirais presque artisanal, mais au sens noble du terme, ce qui n'est pas du tout opposé à la digitalisation, la transformation. Mais du coup, on doit assurer le transfert. Donc la première étape, c'est d'identifier ces savoir-faire techniques et de les recenser, et pour en assurer le transfert et l'intégration des nouveaux, pour répondre aux objectifs de renouvellement de l'équipe. Donc c'est dire faire une cartographie des savoir-faire techniques, et on en a besoin, et on a besoin de les valoriser aujourd'hui. Et puis c'est aussi conserver l'ADN de l'entreprise et assurer l'intégration de nouveaux collaborateurs. Quelqu'un qui arrive chez nous, on ne peut pas le mettre sur une ligne de production, puisque nous on est sur une logique de flux, mais il n'y a pas de ligne comme on peut le voir dans certaines entreprises, pour comprendre les attendus du client. Et l'enjeu de ça, ce sera aussi de faire en sorte que la personne intègre rapidement et soit opérationnelle rapidement, tout en garantissant un niveau de qualité. Donc il y a toute une démarche qui est mise en place là-dessus, d'évaluation, mise en place du tutorat, du compagnonnage. Puis Michel peut donner un exemple sur le bureau d'études de ce qui se fait, puisque cette logique, on l'a aussi au BE. Et effectivement, donc dans les bureaux d'études, nous avons régulièrement des retours d'expérience sur les projets que nous mettons en œuvre chez nos clients, à savoir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, et tout ça, nous l'expliquons à nos nouveaux collaborateurs. Ensuite, systématiquement, nous avons un tuteur pour ces nouveaux collaborateurs, et ce tutorat va jusqu'à 2 ans, parce qu'il faut quand même beaucoup de temps pour apprendre toutes les disciplines que l'on met en œuvre, sachant qu'on a des parties informatiques industrielles, des parties automatisme, programmation, de l'instrumentation. On définit l'instrumentation qui est fabriquée chez notre confrère Siemens. Donc il faut la définir, il faut avant de pouvoir lancer les commandes de ces composants. Voilà. Très bien, merci pour ces informations. Peut-être un mot, Mickaël et Xavier, toujours sur cet axe de capitalisation du savoir-faire? Oui, alors je vais reprendre un peu ce que disait aussi Olivier, c'est qu'aujourd'hui, alors il n'y a pas de culture de l'écrit sur certains de ces métiers, voilà, d'opérateurs, d'agents, de techniciens de maintenance, c'est pas leur fonctionnement. Or, il y a des spécificités, il y a des savoir-faire spécifiques, il y a des savoir-faire faire qui sont très spécifiques et qui tiennent souvent à une personne ou deux personnes. Et dès qu'il y a un départ, pour quelque raison que ce soit, hein, chacun est libre d'aller travailler où il veut, hein,
c'est le droit européen. Et puis, et puis il y a les départs en retraite, et ainsi de suite. On peut perdre beaucoup. Et on a besoin aujourd'hui, mais justement, de formaliser ces savoir-faire et ces savoir-faire faire et d'accompagner les nouvelles personnes. Parce qu'il y a des choses qu'on apprend à l'école, qu'on apprend en formation, et puis il y a des choses qu'on apprend sur le terrain et qui sont vitales pour être performant. Et on cherche de la performance et c'est toujours sur ça qu'on a nos gains. Donc nous, au niveau du campus, on développe une méthodologie de transmission des savoirs avec d'un côté un tuteur ou parrain, hein, on l'appelle comme on veut, qu'on va former déjà sur les actes de tuteur, mais également sur la méthodologie que l'on souhaite mettre en place. Et dans un second temps, on va cartographier justement toutes les compétences nécessaires, toutes les compétences savoir-faire et savoir-faire faire spécifiques à un métier pour que le tuteur accompagne des nouveaux arrivants ou des personnes qui évoluent parce que la transmission des savoirs, elle va se faire pour les nouveaux arrivants, mais elle peut aussi se faire pour des personnes qui vont évoluer dans l'entreprise parce que on n'arrive pas forcément à recruter toujours toutes les personnes qu'on voudrait sur des parties techniques et on peut faire évoluer des personnes de la prod qui ont de l'appétence pour ces sujets-là vers ces métiers sur des premiers jusqu'à troisième niveau d'intervention. Très Voilà. bien. Donc voilà ce qu'on va imaginer et puis on accompagne donc au mieux sur ces sujets-là avec aussi de la digitalisation dans nos process de formation. On en reparlera après. Très bien. On a parlé de nouveaux arrivants. On a parlé aussi de pénurie d'emploi. Est-ce que c'est aussi des situations que vous connaissez dans vos entreprises respectives? Peut-être Olivier et Michel? Alors, pénurie d'emploi, je n'utiliserai pas ce terme-là, mais aujourd'hui, en effet, la particularité de nos métiers industriels et de notre site de production en France, là où est le siège social, c'est qu'on est sur un bassin d'emploi tertiaire. Ce que j'expliquais, c'est que certains des gens qui nous écoutent connaissent sans doute Niort pour être la capitale des mutuelles. Et donc, en termes d'emploi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il y a une culture de l'emploi tertiaire et moins de culture industrielle. Donc, en effet, cette année, on a un plan de recrutement où on attend 100 personnes à recruter. Pour donner une idée, on a une entreprise de 500 personnes, on en a 100 à recruter en 2021, à la fois pour faire face à des départs en retraite et aussi pour faire face à la croissance. Donc, ça veut dire qu'on rajoute à ça un faible taux de chômage sur le bassin, puisqu'on est autour de 5%. Et du coup, on a des difficultés à trouver des profils compétents et qualifiés avec l'envie de travailler dans l'industrie, sans doute, et en partie à cause de l'image de l'industrie qui nous colle un peu à la peau. Et donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? On travaille énormément les partenariats avec les écoles pour être acteurs des formations, c'est-à-dire à la fois pouvoir accueillir des gens en stage, permettre des visites de l'entreprise, que les écoles soient le plus proches possible de nos besoins et éventuellement participer à faire évoluer les formations. Alors, quand je parle d'école, ça va du lycée jusqu'à l'école d'ingénieur et dans toutes les spécialités. Et même, je dirais même au-delà de l'industrie, puisque comme toute entreprise, on a aussi des fonctions support. Et on est aussi dans une logique de filière industrielle. L'événement auquel on participe aujourd'hui, c'est ça. Et c'est ce qu'on fait aussi sur le territoire pour que l'industrie ait une image positive, pour faire que des jeunes aient envie de s'inscrire dans les formations et qu'on puisse après les récupérer à la sortie de l'école pour leur permettre de développer leur carrière. Et puis l'autre axe sur lequel on travaille pour recruter, c'est de former beaucoup en interne. Alors, on utilise tout un tas de dispositifs, mais aussi on a énormément recours à l'alternance. Chaque année, on prend une vingtaine de personnes en contrat d'alternance, et dans 50 à 60% des cas, ce sont des gens qui acceptent de rester en CDI chez nous. Et l'optique des gens qu'on prend en alternance, c'est bien de les garder en CDI. Donc alternance, tout niveau, ça va du CQPM de chaudronnier-soudeur jusqu'à des alternances d'école d'ingénieurs dans les bureaux d'études. Donc on fait tout pour attirer et aussi pour que l'industrie change un peu l'image qu'elle a sur nos territoires, et on implique aussi nos équipes dans ce changement d'image. Très bien. Xavier et Mickaël, vous voulez réagir sur cet aspect-là? Alors, oui, bien sûr. Ce qu'il faut voir, c'est que le recrutement est forcément complexe, hein. C'est pour ça aussi qu'on se démultiplie avec Michael pour intervenir au maximum. Alors pourquoi il est complexe pour nous? Déjà, il faut voir, c'est qu'en Bretagne, le taux de chômage est relativement bas. C'est une bonne nouvelle en soi.
mais ça ne facilite pas forcément nos recrutements. Et on est sur certains bassins d'emploi en plus en Bretagne où il est record. Sur le bassin de Vitreng, il est à 4,4%. Donc autant vous dire que on est quasiment au plein emploi. Enfin, on est au plein emploi même. Donc forcément, on est sur un recrutement qui est complexe dans sa globalité. Et si en plus on rajoute sur les métiers techniques de techniciens de maintenance par exemple, on sait qu'en France aujourd'hui, entre le nombre de personnes qui sont formées à ce métier-là et le besoin qu'ont les entreprises de l'industrie, toute industrie confondue, le besoin est supérieur, ou le besoin exprimé est supérieur. Donc on a une vraie difficulté de recrutement. Je rajouterai aussi un élément que disait tout à l'heure Thierry par rapport à ces notions de régleur, d'agent de maintenance. On a besoin d'expertise, on a besoin d'ingénieurs spécialisés, mais on a aussi besoin de techniciens et d'agents de maintenance ou de régleurs. C'est-à-dire qu'on a besoin de personnes qui ont d'un niveau bac pro à un niveau bac plus 3. On n'a pas besoin, enfin, on a besoin de personnes qui ont un bac plus 5, mais on a aussi beaucoup besoin à ce niveau-là. Et on voit qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes vont poursuivre. On prend aussi beaucoup de jeunes pour faire des BTS qui ont un bac général, et ce n'est pas toujours la meilleure solution. Parce Bon, que quand une personne sort d'un bac plus 2, voire d'un bac plus 2, un technicien de maintenance, il faut aussi qu'il ait vraiment des notions en mécanique, en électricité, et qui souvent sont plus appris sur des bacs pro que sur des bacs généraux. Donc là, dans ce cadre-là, nous, on a lancé au niveau de notre campus un bac pro d'agents de maintenance, donc à cette rentrée, pour former aussi des agents de maintenance qui pourront évoluer vers le métier de technicien, soit en continuant leurs études, ou soit qu'on accompagnera dans leur carrière parce qu'on a aujourd'hui les outils. On a un deuxième problème, nous, en termes de secteur d'activité, c'est que le secteur de l'agroalimentaire est souvent, entre guillemets, moins populaire que d'autres secteurs de l'industrie. Donc on rajoute un peu cette difficulté parce qu'il y a les 3-8, parce que voilà, et on peut travailler dans le froid. On a une image aussi de l'industrie agroalimentaire qui n'est pas forcément la bonne. Parce que si vous rentrez dans une entreprise aujourd'hui qui fabrique du pain, vous seriez surpris du niveau de technologie qu'il y a et du niveau on est sur l'industrie 4.0 clairement. Ouais. Voilà. très Donc bien. qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour recruter? Ben, on multiplie les partenariats aussi avec des écoles. Parce que derrière, on a des enjeux en termes d'alternance. Donc, sur tout le groupe, on vise les 5% d'alternants. Mais sur les métiers techniques, on vise plutôt les 10% d'alternants parce qu'on D'accord. sait qu'on a beaucoup de renouvellement à venir. Donc, il faut qu'on intègre. Donc, voilà, ça, c'est un vrai objectif qu'on se donne et qu'on atteint assez régulièrement. Derrière, qu'est-ce qu'on va faire aussi pour recruter? Ben, chez nous, l'idée, c'est aussi de dire, ben, vous allez rentrer sur un métier de technicien de maintenance. Demain, je peux vous accompagner sur un métier de responsable maintenance, de chef d'équipe. Je peux vous accompagner vers plus d'expertise. Voilà, ça, c'est D'accord. aussi notre enjeu, soit avec notre campus, soit avec des partenariats externes. Et puis, dernière chose que je vous invite à aller regarder, c'est notre site Usine Ouverte. Parce qu'on a un site qui s'appelle Usine Ouverte, où dans lequel on peut visiter des usines. Donc, ce que je vous disais, ça, c'est aussi pour casser l'image que l'on a, pour Mhm. montrer la modernité et toutes les actions que l'on peut mener. Très bien, merci beaucoup. Alors, on arrive quasiment au terme de notre entretien. Il y a quelques questions qu'on va prendre. C'est pour ça que je me permets de passer donc à la question suivante. Finalement, est-ce que vous auriez un message spécifique à adresser à notre public aujourd'hui qui nous écoute? Et là, je vais proposer à ce que ce soit Olivier, Michel et Thierry qui puissent en discuter. Et puis après, on prendra la question qu'on a eue. Voilà. Olivier, Michel, n'hésitez pas pour ce dernier mot de conclusion. Eh bien, écoutez, moi je dirais que l'industrie française a de l'avenir et vous pouvez dire à vos étudiants que nous avons des métiers passionnants à leur proposer dans les bureaux d'études, que ce soit pour faire de la programmation, de la supervision et puis de la définition d'instruments. Et également, tout ça, chez nous, c'est associé à de très très beaux voyages à travers le monde, puisque ensuite, les installations que nous livrons, eh bien, on va les mettre au point chez nos clients. Hein. Donc, ça peut être l'Europe, hein, en ce moment c'est le Danemark, etc. Mais on est beaucoup en Asie, Corée du Sud, on se déplace également en Chine, on a également les États-Unis. Donc, moi, dans ma carrière, j'ai pu faire de très beaux voyages à travers mon travail, mais il faut savoir que ça existe. Donc, les métiers sont passionnants, mais aussi agrémentés par les voyages. Voilà.
Très bien, merci Je beaucoup. passe la main à Olivier. Je rajouterais juste qu'il faut, auprès des étudiants, la famille, la crainte souvent, c'est si je me lance dans l'industrie, je m'enferme dans une voie et c'est définitif. Et je fais un choix d'orientation quand j'ai 14, 15, 16, 18 ans. Et c'est foutu, je joue ma vie à ce moment-là. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Et l'industrie, en tout cas, offre de vraies perspectives d'évolution, qu'elles soient horizontales, prise de responsabilité, encadrement d'équipe, management, direction, et on a plein d'exemples chez nous, mais aussi d'évolution verticale, pardon, j'ai inversé les deux, d'évolution verticale où je peux changer de métier. Je peux démarrer comme régleur, je peux démarrer comme technicien, passer aux méthodes et pourquoi pas finir chez nous comme chef de projet, gestionnaire de contrats, de grosses installations. Donc on ne s'enferme pas dans une filière ou au contraire on rentre dans une filière qui offre plein de débouchés et la base technique permet vraiment d'évoluer dans les métiers autour de l'industrie. Merci beaucoup pour ces messages très encourageants et puis qui donnent envie. Thierry, peut-être le mot de la fin. Allez, je voudrais surtout appuyer sur ce que vient d'être dit par Michel et par Olivier, hein, c'est que l'industrie offre de très beaux métiers. Alors, j'interviens régulièrement, moi, dans des collèges, par exemple, pour essayer d'expliquer aux jeunes qui y sont qu'il ne faut pas négliger ces voies-là. Et effectivement, les enseignants qui participent à cet échange peuvent aussi relayer ce message-là, hein. Et le dernier point, alors là aussi, je ne sais pas si ça va être la conclusion, mais ça a déjà été évoqué. L'un d'entre nous a parlé de soft skills. Je crois que c'est aussi un point très important. On a besoin bien sûr de gens qualifiés qui connaissent leur activité, mais aussi des gens qui ont un bon mindset, une bonne approche des choses. Il faut savoir travailler avec les autres, être constructif, être positif, même être poli parfois, tout simplement, hein, ça commence par là. Et parfois on est un peu déçu sur ces choses-là. Donc c'est de l'éducation tout simplement, hein, et c'est le métier de tous ceux qui participent à cet échange. Merci beaucoup pour cet échange très très riche. On a appris plein de choses. Je reste accessible via le Slido pour pouvoir reprendre donc les questions. On en a là à l'instant. Et puis aussi pour vous mettre en contact, si vous le souhaitez, avec Thierry, Olivier, Michel, Xavier et Michael pour développer des partenariats, faire en sorte de créer du lien. C'est vraiment l'objectif aussi de cet échange d'aujourd'hui, c'est créer du lien. Donc saisissez cette opportunité-là pour pouvoir le faire et n'hésitez pas à indiquer votre intérêt dans le Slido. Donc voilà, je vais laisser l'IS vous poser la question. Il nous reste 1 minute, donc on va faire court, mais la question valait son pesant de cacahuètes, comme on dit. Tout à fait, Anne. Donc, on réagit en direct sur les questions qui nous sont posées sur le Slido. Et donc, nous avons une question où on nous dit, on nous parle de Phygital dans le retail depuis des années. Et d'après vous, pourquoi la digitalisation a-t-elle mis tant de temps à se diffuser dans l'industrie? 45 secondes. J'ai pas l'impression que la digitalisation ait mis tellement de temps. Enfin, nous, chez Siemens, ça fait partie de notre ADN, mais dans le bassin de l'emploi dans lequel je suis, il y a beaucoup de grosses entreprises qui travaillent sur ces sujets depuis longtemps. Je sais pas ce qu'on pense. Je pense qu'il y a une question de visibilité. Le retail, c'est visible. Ouais. L'industrie que l'on représente, elle est entre guillemets cachée, quoi. C'est moins visible. Donc c'est aussi cette impression-là. Mais après, je sais pas, Michael, ce que tu en penses, mais ça doit faire des années que tu travailles aussi sur ces sujets de digitalisation. Après, sur l'industrie, on est sur des investissements lourds également, donc ça peut mettre un peu plus de temps. Ça peut être une des raisons. C'est vrai que ça a toujours été présent, mais peut-être qu'on subit une accélération aujourd'hui, on comprend les enjeux, et surtout ça correspond à des besoins et des envies aussi de nos jeunes ou moins jeunes pour aller vers ces métiers-là. Donc je pense que c'est une adaptation entre la vitesse d'exécution de ce qui se passe dans le monde qui nous entoure et puis la compréhension de l'industrie pour dire il faut y aller et encore plus vite, et il faut y mettre les moyens. Et puis, il y a moins de freins à la mise en œuvre de ces solutions aujourd'hui, j'allais dire tout simplement humains, sur l'adhésion aux nouvelles technologies. On le voit, nous, aujourd'hui, tout le monde a un téléphone, un smartphone et dans la digitalisation et les objets connectés. Il y a 10 ou 15 ans, c'était moins le cas. Et ne serait-ce que de parler d'installation d'un ERP dans un atelier de production qui est déjà une forme de digitalisation, un outil de gestion de la production, c'était déjà un challenge en soi, quoi. Mmh.
Bah écoutez, d'accompagner tout le monde sur la maîtrise des outils. ouais, oui, effectivement, on mériterait d'avoir une vraie filière plus montrée. Donc n'hésitez pas à saisir les opportunités d'usines ouvertes, on en a parlé. La semaine de l'industrie aussi, qui donne à voir beaucoup de ce qu'est l'industrie de l'intérieur. Je voulais vous remercier tous les 5 pour votre témoignage aujourd'hui, pour l'intérêt que vous avez manifesté pour Siemens Education Day, et puis aussi pour les messages qui ont été passés, parce que je pense que c'est des messages forts que tout le monde doit entendre. Un grand merci à tous. Maintenant, on va pouvoir passer à une courte pause de 5 minutes. On a fait court, le programme est dense, donc on vous laisse prendre un café et on revient dans 5 minutes. Merci beaucoup à tous, à tout de suite.